moi, je pars du postulat que les regrets, c'est pour les cons. Moi, je regrette rien. Effectivement, on s'est mis dans des situations où on a pris des décisions. Enfin, en tout cas, j'ai pris des décisions où j'ai emmené Virginie et mon foyer dans des endroits où peut-être que je me suis trompé. Mais pas de regrets. Par contre, ça t'apprend à faire des choses différentes. Et moi-même, j'ai été salariée. Je trouve que j'ai été une salariée exemplaire. Si tu veux, rares sont les fois où on a trouvé des salariés exemplaires. Donc en fait, si tu veux, on compose avec. On est obligé de toute façon de composer avec. Sinon, tu fermes le rideau, quoi. Moi, je me considère pas comme entrepreneuse. Certaines diront ladypreneuse, etc. On féminise tous les mots. Et si c'est entrepreneuse, quelqu'un qui se lève tôt, qui répond à des mails à 23h, non, c'est quelqu'un d'investi et c'est quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. C'est très très compliqué. C'est plus compliqué pour une femme de faire sa place, de faire son trou. Surtout si la femme est seule. Bonjour et bienvenue sur le premier podcast de Ambition. J'ai l'honneur d'accueillir justement Hassan et sa femme Virginie. Alors, donc je rappelle Hassan qui tu es. Exactement. Entrepreneur, créateur de la chaîne YouTube Le Pro de l'Imo. Tout d'abord, merci d'être venu. Donc là, justement, ce qui est intéressant, Hassan, c'est que tu parles beaucoup tout seul sur ta chaîne YouTube et c'est la première occasion où tu présentes ta femme. Faut savoir quand même que t'es marié depuis 20 ans. Et c'est intéressant. On n'est pas mariés depuis 20 ans. Ah. Mais on se connaît presque maintenant depuis 20 ans. On se connaît depuis... On s'est rencontrés en 2006. 2006. Exactement. J'avais 15 ans. Bah justement, pour commencer, comment vous êtes rencontrés? Puisque tu dis, tu t'es rencontré en 2000. Vous êtes rencontrés en 2006. Ouais. Tu veux commencer? Si tu veux, moi j'étais étudiante, je travaillais dans un supermarché pendant les week-ends, les vacances. Et puis il y a un psychopathe qui est passé dans la galerie en me regardant comme un cow-boy. Une fois, deux fois, trois fois, avec son regard de tueur. Parce qu'elle te dit dans la galerie, c'est qu'à l'époque j'avais déjà des magasins de prêt-à-porter. Et puis on s'est rencontrés dans cette galerie marchande. Et ça a été le coup de foudre. Ah ouais. D'accord. Et justement, comment ça a évolué au fur et à mesure des années dans votre relation, même votre rencontre en général? En fait, quand on s'est fréquentés plusieurs années, puis après quand on a emménagé ensemble, on a vite construit une famille en fait. Donc, si tu veux, notre relation de couple, elle s'est aussi basée sur la famille qu'on a construite ensemble. D'accord. Et justement aussi, il faut bien préciser que vous travaillez ensemble. Oui, mais on n'a pas toujours travaillé ensemble. D'accord. On travaille ensemble depuis 5 ans c'est environ. Où moi j'ai rejoint Hassan qui avait déjà commencé à créer son business immobilier essentiellement, puis internet, et en fait il a eu besoin de moi et sûrement l'envie que je le rejoigne. Et moi j'en avais marre un peu, si tu veux. À l'époque j'étais libérale. D'accord. J'étais salariée pendant 10 ans, libérale, et j'en pouvais plus en fait. J'étais infirmière, donc c'est un métier qui est au-delà de pas être considéré, c'est un métier qui est humainement difficile, physiquement difficile, émotionnellement difficile. Et donc, je savais très bien que j'allais pas être infirmière toute ma vie. Enfin, j'en voulais, c'est pas ce que je voulais. Et donc, l'occasion pour moi s'est présentée de le rejoindre. Si tu veux, quand je l'ai rejoint, c'était surtout pour gérer la partie administrative. D'accord. Okay. de son business. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était il y a à peu près 5 ans. Je crois que tu commençais à bosser avec Hassan. Exactement. D'accord. Et justement, donc tu l'as connu, t'as commencé à 10 ans à peu près l'investissement? En fait, moi j'ai souvent raconté, mais lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais propriétaire de magasins qui ont marché, mais qui se sont très vite amenés à une faillite. Et suite à ma faillite, finalement, on s'est mis ensemble. Ce qui est bien, c'est que c'est une femme exceptionnelle, parce que c'est pas mis avec moi pour l'argent à l'époque. Parce que là, il y avait vraiment plus rien. Et on est reparti de rien, on est parti de zéro. Même moi, je suis parti de moins que zéro. À l'époque, Virginie, elle avait un métier d'infirmière. Et on s'est lancé dans l'investissement il y a 13 ans maintenant. D'accord. Vous êtes connus quand justement toi t'étais en train de couler entre guillemets, ou plutôt après, pendant? Non, après ça a été très très vite, si tu veux. Ça a été très très vite. La bascule de mes magasins ne fonctionne plus. De toute façon, à partir de la crise de 2008, j'ai pris tellement une grosse claque dans la tête que 2009 j'étais KO et liquidé, c'était terminé. D'accord. Puis après 2011, 2012, on a eu nos enfants et on a construit, comme te disait Virginie, notre vie autour de ça. D'accord, ok. Ouais, je vois le truc.
Et justement, c'est comment de travailler avec Hassan depuis 5 ans? Est-ce que tu as senti différentes évolutions au quotidien, c'est comment en fait? C'est pas facile tous les jours. Ouais. C'est un homme exigeant. Et c'est un homme assez droit. Donc en fait, si tu veux, la personne qu'il est dans son quotidien, dans sa vie de père, d'époux, c'est la même personne au travail. D'accord. Et c'est quelqu'un de très exigeant. Et puis c'est un cerveau un peu complexe, cérébral. Il est toujours en train de cogiter, ouais. De cogiter, de réfléchir, de créer. Moi, parfois, j'arrive pas à prendre le train en marche. Et donc, ça s'arrête jamais. Mais c'est enrichissant. D'accord. Si tu veux, l'évolution, elle s'est faite progressivement, mais ces dernières années, elle a été exponentielle. Elle a vraiment été, exact. C'était un grand boom. D'accord. Oui, parce que sur ces dernières années, alors, je reprends, travailler avec moi, je pense que c'est pas facile. Qui plus est, elle est pas simplement une collègue, elle est ma femme, la mère de mes enfants, ma meilleure amie, etc., etc. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup de personnages en une seule personne. Et je pense que effectivement, ça doit pas être simple de bosser avec moi, et tu le sais, parce que j'essaie de créer, de développer, de partir sur plein de choses, et j'ai une certaine exigence que je m'impose et que forcément j'impose aux autres. Et puis sur ces 5 dernières années, on a développé pas mal de business qui ont demandé aussi moi un appui de sa part. C'est-à-dire que avoir une idée de business, vouloir entreprendre dans telle et telle activité ou tel et tel investissement, ça me pose aucun problème. Ouais. En revanche, surtout en France, quand tu as une administration qui est lourde, quand tu as des comptabilités qui sont lourdes, etc., et que gérer un business, ça demande des cerveaux qui sont carrés, organisés, et qui prennent conscience de... Si tu veux, pour t'expliquer, pour en faire un résumé, moi j'ai l'idée, mais elle fait en sorte que ça se concrétise et que ça génère la pérennité du business. D'accord, ok. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. Quels sont pour vous, je vais poser la même question, les avantages et les inconvénients entre guillemets d'investir en couple, au-delà d'investir, mais surtout d'entreprendre. C'est complémentaire. Je vais répondre d'abord pour moi. Ouais. Investir, faut savoir quelque part on se sécurise, on se protège aussi avec notre patrimoine et aussi pour nos enfants. Investir ensemble, c'est aussi si un de nous deux s'en va, il y a aussi ce côté protectionniste pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est la première des choses. Entreprendre ensemble, c'est que j'aurais pas vu l'idée de partager ma vie avec quelqu'un qui a une toute autre activité, qui a son rythme de vie et le mien à côté qui est complètement différent. Ça n'engage que moi et je pense que finalement on se serait plus éloigné que si on n'avait pas partagé. Alors ça c'est le côté intéressant. Le côté moins intéressant, c'est que forcément on partage les bonnes choses, mais on partage aussi les merdes au quotidien. Et donc forcément à un moment donné ça peut devenir assez électrique. Mais j'avais besoin, comme je te l'ai dit, en même temps c'est ma femme et en même temps c'est ma meilleure amie, donc partager mon quotidien avec elle. Puis c'est la seule personne en qui j'ai confiance, donc de nature, c'était logique qu'on travaille aussi ensemble. On travaille en confiance, en sérénité, on est 100% transparent. Et effectivement, ça nous permet aussi de construire notre patrimoine familial en toute transparence, parce que tu as des personnes qui, dans des couples, je juge pas, et moi c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai voulu. Qui font leurs activités dans leur coin, moi j'ai tel immeuble, ma femme, ma copine elle a ci, elle a ça, et puis les courses c'est toi qui payes, et puis ça c'est toi qui payes. Moi, encore une fois, je juge pas, mais c'est pas ma vision du couple. On est partenaires en fait. Un couple, ce sont des partenaires. Et donc, par contre, effectivement, le désavantage, c'est que quand tu te brouilles avec ton associé, ton collègue, bah, tu te brouilles aussi avec ton mari, avec ton pote, et ça va jusque dans la maison, mais tout est lié, quoi. Tout est lié. Mais il faut savoir faire la part des choses, et puis à un moment donné, il faut qu'un des deux baisse sa garde.
Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir quand il y a une décision importante à prendre, que ce soit d'un côté familial aussi, entrepreneurial, quelles règles vous fixez? Par exemple, là, il y a telle limite, non, on peut pas investir autant, etc. Comment est-ce que vous voyez la chose? Comment vous prenez les décisions, tout simplement? C'est Hassan le chef. Ok. Chez nous, il y a une hiérarchie, en fait, et je l'assume totalement. Non, mais si tu veux... non, mais c'est pas patriarcal du tout. C'est que, tu vois, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et chez nous, il y a une hiérarchie, entre guillemets. Hassan, c'est lui le décisionnaire. D'accord. C'est le bon père de famille, si tu veux. Donc, au final, c'est toujours dans la discussion. J'ai le droit de donner mon... Et il m'invite à donner mon avis sur tout. Et quelque part, je sais qu'il l'écoute. Au-delà d'écouter, il entend, il écoute. C'est lui, au final, qui sera décisionnaire, parce que je pense qu'il a aussi une vision plus globale de la chose. Et puis, il agira toujours, encore une fois, en tant que bon père de famille, comme il agit aussi avec ses clients, parce que c'est lui. Et donc, moi, je m'en remets à lui. La famille s'en remet à lui, de toute façon. Que ce soit son frère, les enfants. C'est de ma responsabilité, si tu veux. Alors, parfois, en rigolant, elle dit que je suis un dictateur démocrate. Mais... Un DG. mais si tu veux, c'est ma responsabilité. Déjà, en tant qu'épouse, mère, entrepreneuse, investisseuse, elle a déjà une charge mentale qui est colossale. Si en plus de ça, je lui rajoute le fait que ce soit elle qui porte les responsabilités. Et encore une fois, peut-être que effectivement, il y aura tellement d'oreilles peut-être qui vont écouter cette vidéo que certains comprendront, d'autres comprendront pas. C'est pas le genre de femme que tu, entre guillemets, je vais utiliser des mots crus, que tu domptes ou que tu vas dire c'est moi qui commande et c'est ainsi et c'est pas comme ça. On avait une philosophie de vie qui est commune, sur laquelle on s'entend. Et c'est aussi pour ça qu'elle est avec moi et je suis avec elle. D'accord. Ok. Et si tu veux, moi je m'en remets à lui dans le sens où, et je l'ai vu quand même, ça fait quand même quasiment 20 ans qu'on se connaît, même s'il fait des conneries, qu'il n'aura pas écouté mon avis, etc., il assumera sans se trouver d'excuses jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça que c'est... Mes intentions, elles sont toujours le plus transparent, le plus honnête possible quand ça s'agit de ma famille. Alors effectivement, je prends des risques parfois qui sont au-delà du raisonnable, des risques financiers, des risques entrepreneuriaux de manière générale, mais dans un souci pas spécialement de... Je vais prendre une parabole, mais je claque pas un coup d'investissement ou d'entrepreneuriat pour aller m'acheter une connerie. Non, c'est toujours pour continuer à amener cette sécurité à ma famille, ou en tout cas cette liberté ou ce gain de temps qu'on peut avoir dans notre vie en plus. Ouais, si tu veux, ce qu'il vient de dire, ça s'étend aussi sur sa relation commerciale. J'ai été témoin à plusieurs reprises d'opérations qui, à un moment donné, pouvaient partir en eau de boudin. Et ses remarques, c'était... et ses actions, c'était « je rembourse mes clients ». Alors que si tu veux, juridiquement, moi, des fois, ça me rendait folle. Ouais. Après, ça a été des vrais conflits. Ça. Ouais, mais je rembourse mes clients. Je pars du principe que je veux rien devoir à personne. Je prends ma poche, en fait. Et aussi, j'ai souvent été frustré de clients que j'ai accompagnés, que j'ai beaucoup mis plus d'énergie que eux en ont mis dans leur accompagnement, et c'était jamais assez de ce que je voulais leur donner. Et parfois, je voulais leur faire gagner surplus que ce qu'ils pouvaient gagner. Et effectivement, de temps en temps, parce qu'ils comprenaient pas, parce que c'est quand même quelqu'un de très rationnel et de très protocolaire, et comprenaient pas pourquoi je m'engageais au-delà des limites contractuelles qu'il peut avoir entre moi et mes clients que je peux accompagner sur tout un tas de projets ou de coaching quelconque. D'accord. Justement, là, Virginie, j'ai une petite question pour toi. Justement, pour les femmes qui aspirent à être entrepreneurs et à réussir dans une industrie traditionnellement masculine, justement, d'ailleurs, pour toi, c'est quoi être entrepreneuse, en fait, au quotidien? Toi qui as fait la bascule, justement, de...
Moi, je me considère pas comme entrepreneuse. Certaines diront ladypreneuse, etc. On féminise tous les mots. Moi, j'ai profité d'une opportunité. Et si c'est entrepreneuse, quelqu'un qui se lève tôt, qui répond à des mails à 23h, qui fait, je sais pas, des veilles concurrentielles pour un logiciel le dimanche toute la journée, non, c'est quelqu'un d'investi et c'est quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. Maintenant, l'image de l'entrepreneuse, force à vous les meufs. Et franchement, bon courage. On est dans un pays patriarcat. J'ose espérer que les mentalités vont évoluer. J'ai pas tant d'avis là-dessus sur les femmes entrepreneuses. Je leur souhaite juste que du positif. Je leur souhaite beaucoup de courage. J'ai été moi-même victime de patriarcat, de sexisme en fait, si tu veux, quand ce soit par rapport à des banques, à des prestataires, quand j'arrive et que c'est moi qui représente les sociétés à la place d'Hassan ou à la place parce que je suis quand même co-gérante sur certaines sociétés, donc je remplace personne. Je viens en tant que ce statut de co-gérante, de gérante à part entière, et on me demande mais comment ça se fait que vous avez autant de patrimoine, mais comment ça se fait que vous êtes là. Il bug l'accession. Ouais, si tu veux. Oui, il y a le mépris de vouloir parler au patron, alors qu'elle est autant patron que moi. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Et ça, effectivement, alors ça s'adresse là, pour le coup, à Virginie par rapport à son statut, mais je pense qu'effectivement, c'est très, très compliqué. C'est plus compliqué pour une femme de faire sa place, de faire son trou, surtout si la femme est seule et qu'elle est peu accompagnée. Alors encore pire dans un couple où le mari se lance pas en affaires avec elle et que là elle se lance toute seule et qu'elle n'est pas accompagnée, en tout cas émotionnellement, par son mari sur les choix et les risques qu'elle pourrait être amenée à prendre. Ouais, donc si j'ai un conseil à donner à une femme qui désire être entrepreneuse, c'est accompagne-toi en fait à la base. Sois bien accompagnée, que ce soit par un membre de ta famille, par ton conjoint, ton mari. Si tu ne l'es pas, quitte-le. Mais c'est la base en fait. Si tu veux, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui croit en toi. Même, je pense, les hommes. Hassan, je pense que si j'ai quand même cru en toi. Si j'avais pas cru en toi, je t'aurais tiré vers le bas. Non, mais c'est vrai. Je pense que t'as quand même besoin de soutien un peu. Ouais. Après, je dis pas que c'est impossible, mais franchement, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Alors, parce qu'après, il y a aussi différentes formes d'entrepreneuriat, parce que vous vendez pas des PDF sur Internet. Vous faites vraiment du gros immobilier, des investissements, vous avez un hôtel. Oui, il y a des structures derrière. À la base. Il y a de la gestion humaine, il y a la gestion de risque, il y a de la grosse gestion financière. Des salariés à gérer. Des prestataires et tout un tas de trucs comme ça qui fait que, effectivement, oui, là, on contacte du réel. C'est-à-dire que, là, tu parles d'une entrepreneuse qui est chef d'entreprise. Qui gère des structures et qui est pas salariée des entreprises. C'est-à-dire qu'elle supporte les ressources quand elles y sont et elle supporte les ressources quand elles ne sont pas là. Elle n'est pas, entre guillemets, infopreneuse sur Internet à vendre de la formation de bigoudi. C'est ça. Donc forcément, tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier, dans les mêmes cases et dans les mêmes castes. Et donc ça s'adapte aussi un peu à tout le monde. Mais la réalité, la dureté du réel et de l'entreprise physique en France, du terrain, de la relation avec les partenaires, les associés et autres choses comme ça, c'est rude. Et c'est déjà compliqué en tant qu'entrepreneur, à mon sens, pour un homme. Pour une femme, si elle est... tu lui rajouteras en plus le côté un peu méprisant, parfois aussi, de certains hommes qu'elle connaîtra au fur et à mesure de ses activités. Mais au-delà de ça, il faut aussi ramener la femme au centre de notre société. Et la femme, elle n'est pas que femme. Elle est donc individu, elle est mère, elle est sœur, elle est fille, elle est épouse, elle est plein d'autres choses en fait. Elle a plein de casquettes. Et donc, à ça, une femme est souvent plus, je pense, et j'assume, rattrapée par, si tu veux... par sa condition en fait de femme et de tout ce que je viens de citer précédemment en fait. Donc évidemment, une femme, je dis pas qu'une femme c'est plus difficile de faire carrière, il y a des femmes qui font carrière, il y a des très grandes femmes, des femmes qui ont fait énormément de choses, mais si tu veux, t'es rattrapée aussi par toutes ces obligations. Mais c'est même à rattraper, même par rapport, j'ai envie de te dire, même par rapport à notre couple.
C'est-à-dire qu'on aurait monté des business beaucoup plus impactants et beaucoup plus grands et on aurait fait peut-être, à contrario, 10 fois mieux sur certains projets si on n'avait même pas eu d'enfants. Ouais. Et les enfants, pour moi, c'est un moteur parce que j'ai mon pourquoi de savoir pourquoi je fais certaines choses. Alors, je les fais pas que pour eux. Hein. Il y a aussi des choses que je fais égoïstement pour moi et pour nous aussi. Mais à contrario, s'occuper d'enfants, c'est colossal. Ouais, éduquer des enfants, prendre soin de ses enfants, c'est un travail qui est titanesque. Et puis la charge mentale de l'angoisse que tu peux avoir pour lui sur il va bien, il va pas bien. Non, c'est très très compliqué. Ouais, c'est un autre business à gérer, c'est clair. C'est un vrai business à gérer. Je crois que c'est l'entreprise. Alors c'est l'entreprise sur laquelle, à mon sens, moi je suis plus fier. Je pense aussi pour Virginie, c'est pareil. Mais à contrario, c'est le business le plus dur qu'on ait à mener. Et tu le fais en parallèle de construire ta propre vie personnelle, ta propre vie de couple et ta vie professionnelle. D'ailleurs, justement, c'est quoi le plus gros challenge que tu as pu relever ces dernières années ? Challenge ? Ouais, en tant que business. Moi, je vois pas des challenges. C'est du quotidien. Encore une fois, je fais ce qui doit être fait. Tu la mets partout, elle déteste ça, mais elle le fait mieux que tout le monde. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est surprenant. Pas forcément. Si, avec le recul, je commence, quand le temps me permet, je commence à me challenger. D'accord. Par exemple, je te dis, je suis une quiche en informatique, mais c'est pas grave. Je suis en train de réfléchir à créer une application. Tu vois ? Okay. Parce que pourquoi ? À la base, c'est pas pour trop me challenger. À la base, c'est pour le besoin d'une société. Néanmoins, j'en profite pour me challenger en me disant, tiens, si je réussis ça, ça répondra parfaitement à nos besoins et en même temps, j'ai créé une appli. D'accord. Okay. Mais des exemples, je peux t'en donner 1000. T'as moi qui ai une lubie d'acheter un hôtel. Puis après, la deuxième lubie, c'est pourquoi pas on l'exploiterait finalement dedans. D'accord, ok. Donc une fois que j'ai dit ça, c'est bien beau, je mets les choses comme ça à la volée, mais une fois que tu l'as dit, il faut le mettre en application. Et du coup, c'est un établissement qu'il faut reconfigurer en ERP, qu'il faut reconfigurer avec les normes incendie, etc., etc. Et là, tu as Virginie qui potasse, bouquine, s'adapte, passe des centaines d'heures sur ce projet, alors que moi, finalement, j'ai rien compris au film de A à Z. Et c'est elle qui a fait en sorte que nos commissions de sécurité passent et que derrière, après, tu ouvres un restaurant, elle connaît les coûts des marges, comment ça fonctionne. Je me forme aussi. Voilà. Ouais, t'as mieux. Je m'adapte, ouais. Puis c'est important aussi d'asseoir une certaine autorité. Certes, t'es le patron, la patronne, mais c'est bien aussi de savoir de quoi tu parles. Donc, évidemment, je ne vais pas me retrouver derrière les fourneaux. C'est déjà arrivé. Mais voilà, j'aime bien aussi savoir de quoi je parle. Et justement, est-ce que vous avez une routine qui justement justifie votre succès ou pas du tout ? Quels sont les process selon vous que si vous ne le faites pas, c'est sûr que ça foire un projet entrepreneurial ? Hassan, s'il ne fait pas de sport, il est pas bien. Ah non, il n'est pas bien. Ah, il tremble. Voilà, c'est un grand sportif. Il n'aime pas rester, tu vois, les journées Netflix, il ne connaît pas. Elle est une fois tous les 2 mois. Il aime bien sortir, courir. Il fait beaucoup de sport. Ça, c'est sa routine. D'accord. De manger le plus sainement possible et faire du sport. Et ouais, justement, tu penses que sans ça, ça a un impact sur le business ou... Moi, t'as pas forcément de routine, je te connais. Non, j'ai pas forcément de routine. Effectivement, je me lève pas le matin, je vais pas faire un câlin aux arbres, je vais pas marcher pieds nus. Et peut-être que je devrais, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Effectivement, si j'ai pas ma dose de sport, et je l'ai eu en fait pendant un an, je crois un peu plus d'1 an, où j'étais vraiment mal physiquement parce que plus du tout le temps de faire du sport, j'étais atroce. Physiquement, c'était... Il y a 2 ans, non, ça ? Ouais, c'était catastrophique. J'étais au fond du trou. Et ça m'a même conduit à des problèmes de santé. Mais si j'ai pas ça, si ma tête elle est pas occupée à quelque chose, ou en tout cas vidée à un moment donné, effectivement, moi ça tourne. Ça jamais, et c'est compliqué. C'est la seule routine que moi je m'impose. Après, les routines entre nous,
la seule règle qu'on s'impose, c'est et on n'a même pas besoin de se le dire, tu vois, on se regarde pas en se disant il faut qu'on mette de la franchise dans notre couple. C'est de facto en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de brainstorming avec ma femme pour dire il faut qu'on fasse ça, etc. Il faut qu'on fasse comme ci, il faut qu'on fasse comme ça. Je sais qu'elle est loyale envers moi et je le suis envers elle. Donc les actions et les intentions qu'on met dans les actes de nos vies, on n'a pas besoin de les justifier. Justement, comme vous êtes entrepreneur, il y a forcément un moment donné où le business rentre dans la maison. Forcément, c'est obligé. Il est tout le temps dans la maison. Il n'y a pas de dissociation, en fait. Justement, comment tu fais pour avoir une sorte d'équilibre, même si on ne peut pas forcément... Il n'y en a pas. Enfin, moi, je parle. Moi, après, tu me diras, mais effectivement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équilibre. Tu ne peux pas avoir un équilibre. Parce que je dis une connerie, à 2h du matin, tu cogites sur un truc, puis alors comme un couillon, tu vas ouvrir tes mails, et puis tu as reçu une plainte parce que le voisin il commence à te casser la tête sur un projet promotionnel que tu es en train de faire. Voilà, ça va être ça, le quotidien. Donc forcément, tu essaies de préserver de temps en temps quand même l'autre, parce que la charge émotionnelle, que ce soit moi ou que ce soit Virginie, elle est ça dépend des périodes. Des fois c'est elle qui est plus affectée, des fois c'est moi. Mais il faut qu'on se préserve à minimum, mais d'une manière ou d'une autre. Ton quotidien, il rentre quand même. Et nos enfants font partie aussi de ce quotidien, ils entendent tout. Donc si tu veux, même nos enfants commencent à avoir un esprit et le vouloir entreprendre en fait. T'as le petit dernier qui il nous a créé combien de business déjà jusqu'à maintenant ? Mais en plus, c'est censé. Il te fait des dessins, des croquis, il t'invente des noms. Moi, tu fais des études de marché. J'ouvre Canva, tu vois, pour faire un peu d'infographie. C'est assez ludique. Il te crée son logo. Alassane, il a déjà placé ses pions. Alassane, il se voit comme l'héritier. Lui, c'est l'héritier feignant, tu sais. Il a compris le truc. Mais Mehdi, qui est notre deuxième enfant, il est très construit en termes déjà entrepreneuriat et ils ont même compris la valeur et la notion du travail et de l'argent. D'accord. Donc là-dessus, on peut être assez content déjà par rapport à ça. Ça fait pas tout dans la construction de l'équilibre de nos enfants, mais en tout cas par rapport à notre cursus professionnel, on leur a transmis un petit peu cette fibre. Et justement, est-ce que vous avez un conseil pour les couples qui veulent se lancer en général ? On en a vu plein, des couples se lancer et de se ramasser la gueule aussi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est une passion de l'un et pas une passion de l'autre, laisse tomber, c'est mort. Si moi j'ai toujours cru que être entrepreneur c'est quelque chose qui est interne en toi. Tu vois, c'est en toi. Virginie, elle te dit je suis pas entrepreneur dans l'âme. Elle fait des choses, elle a le statut, mais elle sent qu'au fond d'elle. Je parle à ta place, mais c'est pas un truc qui te transcende, tu vois. Moi, je pense que tu dois avoir cette capacité au risque, cette façon de vivre et de fonctionner qui est quand même complètement différente de ce fameux statut salarié. Et après, peut-être que je me trompe, mais vraiment, un couple, il faut vraiment qu'il soit sur la même longueur d'onde. Il faut qu'il accepte d'avoir les bons côtés de l'entrepreneuriat, mais il faut aussi, comme toujours, qu'il accepte de prendre les coups et de les prendre ensemble. Parce que il faut de la solidarité. C'est un passage. C'est un passage, l'entrepreneuriat en couple. Si ça foire, c'est déprime, divorce, dispute. C'est les 3D. Super. Ouais. Les 3D. Oui, c'est ça. Justement, est-ce que vous pouvez partager un investissement, un business que vous regrettez ? Moi, je pars du postulat que les regrets, c'est pour les cons. Donc forcément... Donc t'es pas un con. J'essaie de pas l'être. Mais non, moi, je regrette rien. Effectivement, on s'est mis dans des situations où on a pris des décisions. Enfin, en tout cas, j'ai pris des décisions où j'ai emmené Virginie et mon foyer dans des endroits où peut-être que je me suis trompé. Mais pas de regrets. Par contre, ça t'apprend à faire des choses différentes. C'est-à-dire que effectivement, si tu me demandes qu'est-ce que j'aime le plus, je préfère investir que entreprendre dans des business aujourd'hui physiques liés à de la gestion humaine. Ouais, ça fait le tour. Au-delà d'avoir fait le tour, c'est
les business qui reposent sur de l'humain, c'est émotionnellement très très compliqué. Parce que tu réfléchis ton business, tu le mets en ordre, tu y travailles comme un chien dessus, tu y mets l'argent, tu t'y impliques à 2000%, ton salarié peut faire et défaire ton business en un claquement de doigts. Ouais, je prends l'exemple souvent du restaurant, mais si tu as ton cuisinier qui décide d'envoyer de la merde, ta réputation de ton restaurant, en une semaine, il est torché et puis c'est fini. Donc si tu veux, ça, pour le coup, effectivement, on fera jamais de revenus passifs parce que ça n'existe pas, les revenus passifs. Ce qui existe, on va dire, c'est des revenus semi-passifs. L'envie de faire de la location. De toute façon, je te connais, tu supporterais pas rien foutre. Non, j'aimerais pas rien faire, mais en même temps donné, gérer l'émotionnel de tes prestataires, de tes salariés dans un quotidien, ça, c'est quelque chose qu'on est OK là-dessus, on veut plus. Ouais, ça t'a soufflé. Parce que t'es obligé de subir les humeurs et les desiderata de tes salariés. C'est insupportable. Et justement, ça me fait permettre de rebondir sur la question. Vous avez des employés, des partenaires et des associés. Quel regard vous portez sur eux? Alors, on va commencer par les salariés. Ouais, vas-y. On va finir par les associés. Non, mais les salariés, comment ne pas... Non, mais j'essaie d'y aller avec un grand velours parce que ça va être... Ce que je vais dire, il va y avoir sûrement du jugement. Mais c'est pas un jugement de valeur, c'est de l'expérience. Et si tu veux, nous aussi, on est dans le bassin de l'emploi par chez nous est compliqué. Il y a un taux de chômage record. Mais globalement, je pense que c'est même national. Tu as l'impression que les jeunes n'ont plus envie de travailler. C'est vrai. Il y a une mentalité salariée, si tu veux. Alors, j'aime pas faire une généralité, puisque... pas d'amalgame. Ouais, c'est ça. Et ça serait trop facile. Et moi-même, j'ai été salariée. Mais je trouve que j'ai été une salariée exemplaire. Et si tu veux, rares sont les fois où on a trouvé des salariés exemplaires. Donc en fait, si tu veux, on compose avec... On est obligé de toute façon de composer avec... Sinon, tu fermes le rideau, quoi. T'es obligé, t'as pas le choix. Et si tu veux, un jour, ça m'a fait rire. On était avec un prestataire, une boîte qui a 60 ans, je crois, d'existence. Donc qui se transmet de père en fils, etc. Une grosse boîte. Et à un moment donné, on parlait des salariés. Il me dit, de toute façon, moi, je suis content quand ils font 70% du travail. Et si tu veux, on était choqués. T'es content s'ils font 70% du travail. Et si tu veux, avec l'expérience... Il était plus loin. Il a dit, je suis content quand il est présent. Quand il est présent. Mais c'est ça en réalité. Donc si tu veux, l'expérience prouve que c'est compliqué, c'est pas quelque chose... C'est peut-être... On va s'arrêter là, c'est peut-être quelque chose qui est pas fait pour nous, tout simplement. En fait, c'est juste que... Excuse-moi de te couper, mais c'est les deux mentalités s'opposent. Oui, c'est ça. Les deux mentalités s'opposent. Tu peux pas demander à ton salarié d'avoir une implication entrepreneuriale dans le business que tu as lancé. Et à contrario, c'est difficile pour l'entrepreneur de s'adapter avec tout ce qui est mis en place pour le salarié, législation, code du travail, etc., implication. Demain, ils vont faire 20 minutes en plus que tu as oublié de noter parce que tu es débordé. Le seul mot qui va sortir dans leur bouche, c'est prud'homme. Donc, tu sais, à un moment donné, effectivement, toi, tu comprends pas ça. Tu comprends pas que parfois, tu as des salariés où la seule manière de gagner de l'argent, c'est venir chez toi, se foutre en arrêt, en congé maladie. Pas en arrêt maladie, en congé maladie, parce que tu as des spécialistes. Attendre que ça va bien, parce que... Ouais, parce qu'ils sont renouvelés. Et puis dire, tiens, je vais aller dire que j'ai été harcelé, et je vais aller faire un prud'homme. T'as des spécialistes de ça, faut le dire, Ouais, c'est un métier, c'est un mindset même. Ouais, mais c'est vrai que c'est un mindset. Alors après, effectivement, quand les gens vont voir ça, ils vont se dire, mais c'est pas possible, le salarié est pas comme ça, quel jugement de valeur, gna gna gna. Mais c'est une réalité. Il faut l'entendre aussi. C'est pas plaisant. Alors on a rencontré quand même des gens exceptionnels pour des salariés qui se sont, en fait, qui sont venus avec cette mentalité de pas venir chercher un job, de pas venir chercher une fiche de paye, mais de venir chercher une expérience, d'apporter quelque chose et de kiffer. Et encore, moi et Virginie, on ne demande même pas lorsqu'on a des salariés, est-ce qu'ils nous aiment, ils nous apprécient ou on se doit rien. Il y a un contrat entre nous. Ni plus ni moins. Tu dois faire 100% de pourquoi je t'ai payé. Et moi, je dois te payer en conséquence et aussi être
un patron qui respecte le code du travail, etc. C'est le contrat, c'est le deal qui est entre nous. Ni plus ni moins. Maintenant, comme je te dis, il y a les spécialistes. Et puis, ça va très vite, en fait, dans une boîte. Il suffit que tu aies un salarié un peu cancérigène. Il contamine tout le monde. Et ça va très, 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 très vite. Alors après, moi, je vais vite aussi dans mes choix. C'est-à-dire que dès que je sens que ça part un petit peu en couille, je préfère risquer tout leur chantage innommable je vais vous mettre au prud'homme. Oui, chantage sur Internet. Hors de ma vue, quoi. Ouais, sors de chez moi. Je ne veux pas continuer à te payer. On arrive à être pédagogue, si tu veux. Après, nous, il y a des managers en place. Hein. Ouais. Nous, on est les patrons, mais il y a des managers entre nous. Mais on arrive toujours quand même à y mettre de la pédagogie, un maximum. C'est notre première intention. Après, il y a une deuxième intention. Si les intentions de la personne en face, elles sont pas bonnes, si tu veux rentrer dans ce discours-là, il n'y a pas de problème. Vas-y. On a les reins solides. Ouais. Mais c'est vrai. On a les reins solides. Un salarié va gagner 2 fois son salaire, 1 fois son salaire, 3 fois son salaire avec la loi Macron. On est sur au max harcèlement moral, 3 mois de salaire. Maintenant. Vas-y. Hein. Ouais. Il faut le prouver. Enfin voilà. Après ça reste quand même une perte de temps. Si tu veux. Puis ça épuise les managers, ce genre de discours. De manière générale, dans toutes les sociétés, ça épuise les patrons, les gérants de sociétés, les managers, les N+1. Mais faut arrêter ce chantage. Mais encore une fois, c'est pas une généralité. Il y a aussi des bons salariés et on a aussi des bons salariés. Ouais, mais c'est intéressant aussi de voir l'autre côté, tu vois, parce que justement dans la société, on prend toujours le côté salariat. Déjà, t'es en France. Ouais. T'es en France et le patron est un con, le patron est pas reconnu à sa juste valeur. Et ça, c'est une réalité franco-française. Le patron a toujours tort. Et pour avoir déjà été au prud'homme, effectivement, les juges du prud'homme partent du postulat que le patron a toujours tort, si tu veux. Donc à partir de là, puis même, tu baignes toi en tant qu'entrepreneur dans quelque chose qui est un peu malsain, où c'est toi contre tous, où t'es seul, où t'es toujours mal considéré et mal aidé, et donc ouais, ça c'est assez éprouvant émotionnellement. La France, il y a plein de choses parce que à remettre en question sur le fait que finalement c'est les TPE, les PME qui font fonctionner ce pays. On va être très clair. Et c'est eux les moins bien lotis. Et c'est eux les moins bien lotis. C'est eux les plus taxés. C'est eux au niveau philosophique, les plus vilipendés, si tu veux. Ouais, c'est clair. T'es comparé, alors que t'as une entreprise à 12-13 salariés, je dis une connerie, mais t'es comparé à un Bernard Arnault parce que demain tu décides de t'acheter un truc un peu différent, ou une voiture un peu sympa. Ouais, et t'es toujours comparé à un enfoiré du 440 qui spolie les pauvres salariés qui travaillent en tant que préparateurs de commandes dans des usines. Enfin, tu vois, tout le monde mélange tout. Et c'est ça peut-être la problématique philosophique et le récit qui est raconté, parce que finalement c'est que du storytelling. Et tout ça, ce récit qui est raconté en France est très mauvais et donne très peu l'envie d'entreprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as plein de mecs sur Internet qui te disent « je suis entrepreneur ». Non, vous n'êtes pas entrepreneur, les gars, vous êtes infopreneur, et ça, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même métier, on en parlait tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Quand tu es derrière un écran dans un pays lointain et que tu vends de la presta ou que tu vends des produits en ligne sur des mecs que tu verras jamais en contact physique et que t'as pas de salariés, que c'est que des prestats qui vendent des trucs. Et que t'es même pas soumis au droit français, parce que si tu veux, le droit français, on en parle. Voilà. Tu vois, la gestion du salarié, code du travail, convention collective, accord de branche, et vas-y. Maintenant, ça doit pas te décourager d'entreprendre, et mine de rien, il y a des business sur lesquels tu n'as pas le choix, tu es obligé d'avoir des prestataires, des partenaires, tu es obligé d'avoir des associés, tu es obligé d'avoir aussi des salariés. Et ça fait partie du jeu. Si tu veux grossir, on pouvait pas grossir sans associés, on pouvait pas grossir sans partenaire ni salarié. Donc à un moment donné, ça doit pas bloquer celui qui écoute ce podcast en se disant je vais pas le faire parce que je vais être emmerdé. Tu sais, nous à l'époque, notre expert comptable nous avait dit un truc pas con finalement. T'as un business, garde-toi dans ton business un pourcentage de flux financier
pour te dire, tiens, un jour ou l'autre, ça peut être en réserve si j'ai un problème avec un de mes salariés, un prud'homme ou une connerie comme ça. Parce qu'un prud'homme peut te mettre mal. Si t'es à flux tendu sur une société et qu'un mec il vient et il te tape un prud'homme et puis finalement qu'il gagne et qu'il te tape des dizaines de milliers d'euros et que ta société elle a flux tendu, t'inquiète pas, tu peux pas faire un échelonnement pour le payer en 10 ans. C'est tout de suite et après c'est saisi. Donc c'est d'une violence inouïe. Un mec peut te mettre à terre ta société. C'est-à-dire, il peut te mettre à terre ta société pendant qu'il est chez toi, mais il peut te mettre à terre ta société après. Alors c'est pour ça que il faut le savoir. Moi, quand j'avais mes business de prêt-à-porter, le premier enseignement qu'on m'avait dit, c'est dis-toi bien que tes vendeurs sont les premiers voleurs. Ouais, toi, naïvement, mais non, c'est pas possible. Puis après, quand tu t'en rends compte que tu as globalement 10 à 15% de chour dans tes boutiques et finalement que tu te rends compte que ces 10 à 15% de chour, eh ben, c'est dû à tes salariés parce qu'ils te tapent du matériel et de la marchandise, en l'occurrence, moi à l'époque. Bon, bah, tu comprends. Mais c'est juste, en fait, c'est pas du tout un retour d'expérience aigrie. C'est juste un retour pragmatique d'une réalité. Et ce serait se mentir et ce serait faire le béni oui de dire, les salariés sont formidables, je monte mon entreprise, c'est une start-up, je scale. Ouais, je vois. Ta gueule. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Est-ce que justement ça a amené ce climat-là a amené des disputes majeures au travail qui a justement éclaté sur le mais tu sais, nous, c'est pas chouchou et loulou, hein. Et chouchou. Non, mais, enfin, je veux dire, à un moment donné. On a tous un côté chouchou loulou. Ouais, on est chouchou et loulou, mais elle a le sang chaud. Donc on a du sang méditerranéen, si tu veux. Donc, chez nous, on parle fort. C'est bon, ça. Et donc, forcément, de temps en temps, c'est un peu électrique, mais. Ça va, quoi. Ça passe. Déjà, pour l'instant, je gagne encore la bagarre. Mais non, on finit toujours. Comme je te dis, on peut crier fort, mais les intentions sont toujours bonnes. Tu vois ce que je veux dire ? Même s'il y a un désaccord. C'est pas arrivé. Même s'il y a un désaccord. Tu vois, je vais te donner un exemple de désaccord qui est arrivé juste hier. Vas-y. Elle a un doute. Tu m'as pas dit ? C'est écrit ? Non, c'est pas écrit, mais j'y pense. J'y pense. Comme ça va être un podcast thérapie. On a nos salariés dans une de nos boîtes de bâtiments. Ils doivent nous faire leur feuille d'heure. Oui, on en parle. On en parle. D'accord ? Ils doivent faire leur feuille d'heure avant le 29 de chaque mois pour que nous, on envoie la comptabilité et que la comptabilité fasse leur fiche de paye et qu'on puisse leur faire le virement pour qu'ils aient leur paye le 1. D'accord ? Sauf que là, pour le coup, les salariés, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois qu'elle leur dit, envoyez les feuilles d'heure, ils l'ont pas fait. Et du coup, après le 30, ils n'avaient toujours pas envoyé leur fiche de paye. Et leur paye n'arrivait pas là. En plus, il y a eu les week-ends, n'arrivait pas là avant aujourd'hui, c'est-à-dire le 3. Moi, j'ai vu les salariés hier. On était le 2. Et je connais les salariés. Quand ils n'ont pas leur paye le 1, je sais dans quel état d'esprit ils sont. Je sais que leur productivité sur le terrain, elle est plus aussi bonne. Et hier, j'ai dit, fais un virement tout de suite. On envoie l'argent. On envoie 80-90% de l'argent pour les remettre. Parce que moi, je suis toujours dans cette adaptabilité. Vraiment, je suis toujours meuble et malléable de tout. Parce que moi, je pense à globalement à mes business, à qu'est-ce qu'il peut faire. Tu vois, je vois tout en arborescence. Aux conséquences des actes ou des paroles. Alors, je me trompe parfois peut-être. Et peut-être que son cheminement, il était OK. Non, elle est restée sur sa ligne de conduite. Ils avaient qu'à m'envoyer leur feuille d'heure. Ouais. La loi, c'est la loi. Le principe, moi. C'est un peu Judge Dredd, tu vois, ma femme. Et du coup, c'est un peu foutu sur la gueule hier parce que j'avais ma vision, elle avait sa vision, elle a 1000% raison dans sa vision. J'ai peut-être un peu raison aussi dans la mienne, mais c'était ni contre elle, et je pense qu'elle s'énervait pas non plus contre moi, mais c'était sur le principe. Oui, principe, exactement. Tu vois ? Et du coup, on s'est un peu chamaillé. Après, je lui ai mis 2-3 patates, etc. Je tiens à dire que j'ai gagné. Les payes sont partis aujourd'hui. Ça marche. 2-3 patates. Tu vas fort. Attends. Mais tu peux pas. C'est une combattante. Tu peux pas. Je suis bonne au sol, moi. Ah ouais. D'accord, mais il faut une petite démo après. Justement, alors là.
Pensez-vous que le succès en affaires nécessite parfois de prendre des décisions moralement ambiguës? Non, non. Alors déjà, je pense qu'il faut pas mettre déjà de moralité dans les affaires. De mettre de la moralité sur l'argent, de la moralité sur... Tu t'adaptes en fait à ce que tu as en face de toi. Business is business. Respecte. Il y a des codes, il y a des droits, il y a des règles. Comme t'as dit Virginie, moi je vais peut-être un peu trop loin parfois dans l'accompagnement ou dans l'aide, surtout quand c'est mes clients, des prestataires, des partenaires, des deals que je dois closer. J'ai aucune pitié entre guillemets. Mes clients, je les surprotège. Ça, par contre, ça c'est un fait, quel que soit le business que j'ai. Mais non, on a eu des gens immoraux face à nous, entre guillemets, qui ont tenté des choses immorales à mon encontre et donc forcément à notre encontre et à celle de notre famille. Je suis pas dans la démarche chrétienne. Je tends pas l'autre joue, donc je m'adapte. Je suis plus œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu m'envoies une saloperie, je te renverrai une autre saloperie. Et maintenant, c'est comme ça aussi le business. Un peu. Ouais, mais aussi, hein. Après, il faut que tu acceptes que le monde des affaires, le monde de l'investissement, l'immobilier, parce que violent. J'ai souvent dit, l'immobilier, tu peux acheter un appartement, monter un patrimoine, même de 50, 60 lots, mais dès que tu commences à toucher à certains bâtiments ou certaines places fortes, quel que soit le marché, il y a des gens qui ont certaines priorités face à toi, sur lesquelles tu peux pas aller les chatouiller, ces gens-là. Non, c'est clair. Ils sont assez protectionnistes, tu vois, dans le monde de l'immobilier. Et quand tu les touches, des belles personnes, hein, tu fais des belles rencontres, mais ils sont protectionnistes, ils ont vraiment peur que tu leur prennes leur beefsteak. Et quand tu leur touches, t'as les coups qui viennent derrière, et moi ça m'est arrivé, donc tu t'adaptes à ces gens-là. Maintenant, faut pas être naïf, faut pas se dire les affaires, c'est... Après, toi, t'es un peu joueur aussi, hein, t'aimes bien, hein. Moi, je suis taquin. Je comprends. Moi, je suis taquin. Il a le sang chaud. Sang chaud. Mais là, je vous propose de vous détendre un peu l'atmosphère, là. Détendons-nous. On va faire un petit jeu. Quel est le plus grand avantage que chacun de vous pense avoir en tant qu'investisseur, entrepreneur, et tu dois répondre pour la personne en face? Que moi, je donne un avantage sur Virginie. Je te dis, c'est Judge Dredd, quoi. Elle est protocolaire, elle est sérieuse, elle est organisée. Et t'as besoin quand t'as des business, même en ligne, hein, très très rigoureux. En ligne, c'est chaud des fois. Sa rigueur, elle est exceptionnelle là-dedans. Ma névrose. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'était ça pour Hassan? Non. Hassan, moi, c'est un créatif, c'est un avant-gardiste, un visionnaire. Lui, non, mais c'est vrai. Il est très intelligent, très très intelligent, et donc il est toujours, comme je te dis, toujours en train de cogiter et il comprend avant tout le monde. Voilà, sinon sans lui, il y aurait pas tout ça en fait. Sans lui, il y aurait pas tout ce business. Sans lui, on n'en serait pas là. Donc en fait, oui, je dirais son intelligence de manière générale, mais encore, c'est pas de l'intelligence scolaire, etc. C'est vraiment l'intelligence situationnelle. Il te trouve un problème, il te trouve 15 solutions. Ouais. Ça aide quand t'es entrepreneur, c'est clair. Ouais, je pense. Et qui de vous deux est le plus susceptible de prendre des risques calculés et qui est le plus prudent? Pourquoi? Prudence, je pense que c'est Virginie, parce que déjà c'est une mère de famille et il y a toujours une corrélation, pas forcément vis-à-vis d'elle, mais tout de suite en tant que mère, je pense que ça sort des tripes en se disant est-ce que les enfants risquent quelque chose? Moi, j'ai pas de filtre. Non. Trop pas même. Même en vieillissant. Mais tu vois, il y a un truc. J'ai souvent dit, moi, mon mentor, c'est Tapi. J'ai exactement un vrai grand homme. Et j'ai souvent écouté là dernièrement sa femme. Dominique, qui finalement a mal vécu le fait que les comportements de Bernard les conduit à être aujourd'hui ruinés.
Et ça c'est toujours quelque chose que j'ai fait attention. C'est pour ça que je l'ai mis à 50-50 dans toutes mes sociétés. Que le patrimoine, si demain je pars, lui appartient. Ouais, parce qu'il partageait pas avec sa femme justement ça. Hein, non, et puis moi aussi, ce que j'ai voulu, c'est lui apprendre ce que je savais faire. Tu vois, peut-être qu'elle le reproduira pas, mais si demain je pars, elle sait gérer des business, elle sait gérer de l'argent. Donc si tu veux, on a appris aussi ensemble, et c'est ça qui fait que je voulais être serein aussi vis-à-vis de ça. D'accord. Comment gérez-vous on en a parlé tout à l'heure, mais comment gérez-vous la concurrence acharnée justement dans le monde des affaires sans perdre votre sang-froid? On l'a déjà perdu. Hein. On l'a déjà perdu. Après, comment tu la gères? Je te dis depuis tout à l'heure, je fais ce qui doit être fait. On s'adapte. On s'adapte selon la violence et le degré de violence qu'on a. Mais souvent, c'est perfide. Souvent, c'est perfide dans les affaires. Les affaires, c'est des contrôles inopinés, c'est un redressement fiscal, c'est des langues bien pendues. Des langues bien pendues, c'est sur les réseaux sociaux, c'est des menaces. Si tu veux, des menaces. Voilà, là, c'était autre chose. Parce que ça m'est arrivé. Je l'avais raconté dans mon livre où j'avais été suivi. Et puis une fois, pourtant, c'est pas une fille qui a peur. Elle a quasiment peur de rien, mais une fois, quand ils sont venus jusqu'à la maison. Là, Là, ouais, on s'est posé des vraies questions. Mais tout ça parce qu'on était un peu en guéguerre avec un type qui avait plus ou moins le bras long. Si tu veux, on n'est pas naïf. Hein. On donne jamais le premier coup. D'accord. Mais alors, par contre, on rend au centuple. C'est ce qu'il faut. Et nous, on a cette force d'être à deux, en fait. Ouais. Et puis, on a tous un côté violent, des glingos. Non, mais c'est clair. Après, quand tu te prends... Et on l'assume, en fait. Mais vraiment, sinon, après, attention, la concurrence, notre quotidien, c'est pas non plus que... Nous aussi, on est considérés comme concurrents. On est tous le concurrent de quelqu'un dans un business. Ce qui est normal. Et c'est relatif. Notre quotidien, il n'est pas basé que sur des coups bas et autre chose comme ça. Mais je te dis une connerie, tu ouvres un resto, tu te retrouves avec d'autres restaurateurs qui ont mandaté un gars pour venir chez toi et il s'est fait empoisonner. Ouais, et ça, tu l'apprends très vite parce que tu arrives à remonter très vite l'information. Et c'est ce genre de détail que tu as. Ça, c'est de la concurrence de merde, en fait. Ouais. Tu vois c'est ça. C'est le quotidien. J'ai envie d'être concurrent. Tu as une entreprise de bâtiment. Tu as une entreprise de bâtiment. T'as ton concurrent qui va dire que chez toi, tu mets pas de laine de verre derrière ton placo. Ça va être ça l'idée. Parce que les mecs savent pas quoi inventer pour sortir une bouse sur toi. Parce que c'est beaucoup plus simple de chier sur la gueule du voisin que de montrer ta propre valeur et dire, bah écoute, nous par contre, on connaît pas cette entreprise, mais nous on fait ça de bien. Ça, c'est ma philosophie. Moi, la concurrence, pour moi, elle n'existe pas. Je la connais pas, je la comprends pas. Et après, elle ça ne dépend m'intéresse aussi. pas. On parle de quoi? La concurrence des business physiques. Ça dépendra aussi du lieu. Je veux dire, dans des grandes villes, il y a 15 restaurateurs par rue. Donc, je pense pas qu'ils passent leur temps à se tirer dans les pattes. Dans une petite ville, peut-être plus. Et après, si c'est sur l'Internet... C'est de la concurrence lointaine, tu sais, à distance, c'est facile en fait. Ah, c'est un milieu particulier. Ouais, moi je prends ça avec vraiment, pardon, je prends ça avec beaucoup de hauteur parce que déjà j'ai un compte Instagram, j'ai 20 followers. Ouais, je peux pas dire que je suis pas une nana des réseaux sociaux, je navigue, je surfe, mais j'utilise pas à 100% les réseaux sociaux, sauf pour les business. Et si tu veux, je tombe des fois sur des commentaires, sur des choses comme ça, sur des mails, etc. Je me dis, mais c'est un monde bizarre, en fait. L'infoprenariat. C'est vraiment... Puis c'est facile, en fait, si tu veux, de critiquer, parler, insulter quand t'es derrière un écran avec ton clavier, quoi. C'est facile. C'est facile, c'est moche. Ouais, c'est clair. Et justement, si vous aviez un super pouvoir pour le business, ça serait quoi? Un truc pour le business, en général, peut-être on peut un super pouvoir. Qu'est-ce que j'aimerais? Ralentir le temps, peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Toi? Moi, j'aimerais faire des paillettes. Ça n'a rien à voir avec le business. J'aimerais avoir une baguette qui fait des paillettes. Tu peux vendre des paillettes, là? Tu fais un business de paillettes, c'est pas mal. Attends.
Parce qu'il y a beaucoup de questions après. Un super pouvoir? Non, mais alors c'est un super pouvoir qui existe déjà, c'est l'intelligence artificielle, si tu veux. D'accord. Moi, c'est Hassan qui m'a amené l'info, tu vois. Je dis, ah bon, m'explique. On a passé le chat GPT, hein, on est passé à plus, mais si tu veux, je dis, ouais, c'est ça va remplacer l'humain, patati patata. Ça peut être très intéressant sur certains business, non pas pour remplacer l'humain forcément, mais pour l'accompagner. Ouais, pour l'accompagner, pour être encore plus performant, pour gagner du temps. Tout à l'heure, tu disais, j'aimerais gagner du temps. Si tu veux, je pense aussi que les intelligences artificielles, elles te permettent de gagner du temps, de l'énergie et de performer. Donc, entre guillemets, c'est un super pouvoir qui existe et qui va se développer. Donc, ça, je le prends plutôt bien, quoi. D'accord. J'aimerais, ouais. Ouais, tu le vois pas comme une menace, comme certains. Non, pas du tout, au contraire. Ouais, c'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps. Et justement, on en a brièvement parlé. Quelle est la plus grande leçon que vous avez appris d'un échec dans votre carrière? Un truc que tu dis plus jamais, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de développer des business, ou en tout cas déjà de continuer sur nos investissements. Ça, c'est une source première qui nous passionne. On est amoureux aussi de la pierre et de l'acquisition patrimoniale. C'est aussi de transformer nos business en des business un peu plus moins chronophages qu'on a pu avoir par-ci ou là, et d'avoir des revenus plus dans le semi-passif que dans le dur. Le dur te ramène quand même beaucoup d'argent à un moment donné, faut pas se voiler la face. Maintenant, il y a une bascule quand moi j'ai fait la bascule de mes 40 ans, il y a aussi un moment donné où tu as envie de gagner un peu plus de temps, de te focuser sur tes enfants. Travailler autrement, en fait. Travailler autrement, je travaillerai pas moins, mais je travaillerai autrement. Je travaille déjà autrement. On aimerait vraiment plus développer le côté moins physique, le côté plus relationnel, l'accompagnement. Si tu veux, on a une forte expérience, on aimerait... la transmettre. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense qu'on en a la légitimité. Ouais, et être plus dans l'accompagnement, dans la création, dans du développement, et pas pas forcément sur le terrain, hormis la pierre, évidemment, l'immobilier, mais c'est ça, en fait, à l'avenir. Et vous pourriez investir peut-être dans des boîtes c'est ton truc ou pas? Enfin, c'est votre truc Moi, j'ai jamais été très attiré par ça. Faudrait vraiment qu'un mec me propose un projet incroyable et que ça fasse sens avec mes valeurs et mes croyances. Maintenant, j'aime aussi créer. C'est-à-dire que si demain... y a un mec qui me dit viens, j'ai mon resto, tu voudrais investir de l'argent dedans, ou viens, j'ai telle et telle boîte, peu importe. J'aime la créer, moi. La boîte. J'aime être à l'origine du truc. Par contre, faire la passation et puis la vendre, oui. Mais j'aime être à l'origine de... En fait, c'est souvent aussi associé avec mon amour pour l'immobilier, c'est-à-dire la possession, le fait de palper le truc, tu vois. Et là, c'est pareil. Des entreprises, j'ai besoin d'être à l'origine du projet. D'accord. Maintenant, je me ferme pas les portes. Si demain, quelqu'un me dit il faut poser 500 000 sur une super boîte qui peut être valorisée à une dizaine, vingtaine, trentaine de millions d'euros, on y va. Ouais, c'est clair. Justement, tu réponds un peu à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu devais créer une entreprise dans un domaine complètement différent, justement, tu repartirais sur quoi? Tu as abordé le côté un peu coaching, peut-être. Donc, et pourquoi? Tout simplement. Encore une fois, c'est l'envie de transmettre et envie de transmettre aussi une certaine forme de valeur, en fait. C'est-à-dire d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses à monter leur business. Oui, puis aussi une certaine légitimité. C'est-à-dire que moi, de la formation en ligne, j'en ai fait. J'en ai fait sur le tard, le temps d'avoir réellement ayant assis une certaine légitimité, mais encore aujourd'hui, je vois des coachs business, leur seule boîte qu'ils ont montée, c'est de la prestation de service de coach business. Ouais, mais ça va s'arrêter. Moi, j'ai cette chance d'avoir monté entreprise sur entreprise sur entreprise depuis une vingtaine d'années. Donc, si tu veux, tu peux tout apprendre dans des livres. Les coachs business qui ont justement peu de légitimité ont tout appris dans des livres, dans des formations, dans des trucs, des machins. Ils ont plein de mots où tu mélanges l'américain et le français et ça fait super bien et derrière je te market tout ça et je suis un super gars. Mais la réalité c'est que finalement
t'as rien monté de toi-même. Tu vois, t'as rien monté de toi-même. C'est au même titre que le gars qui te crée la formation Comment devenir riche, c'est en achetant ma formation et ainsi de suite. C'est exactement, c'est une chaîne. Là, j'ai toujours dit, pour transmettre, il faut vivre. On a bien vécu, donc on peut aussi beaucoup transmettre. Après, créer d'autres business, là, je te dis, on est sur de la location de voitures, développer notre patrimoine. Donc, revenu immobilier, revenu de location de voiture, on est sur du semi-passif. On va aller aussi chasser d'autres marchés immobiliers. Et sur d'autres marchés, on a déjà commencé à attaquer Paris, on a déjà attaqué Marseille. Donc, si tu veux, là, c'est vraiment un endroit... Tu ressens vraiment le vrai immobilier que nous, ça nous semblait facile, en fait, tu vois. D'accord. Si tu investis toujours dans la même zone, ça te semble trop facile. Et là, on a envie Marseille, on va à la conquête de Marseille. Ouais, c'est ça. On va rénover tout le parc immobilier marseillais. Repartir sur l'analyse du marché et puis saisir les opportunités. Ah, trop bien. Alors, on fera un nouveau podcast sur ça, là. Exactement. Petite question privée, là. Aïe, ça a piqué fort. Quelle est votre chanson d'amour préférée et pourquoi elle a une signification spéciale pour vous en tant que couple? Moi, je dirais Whitney Houston. Celle de notre mariage, Always peut-être. Love You. Il y en avait 2. Je croyais qu'il y en avait qu'une. Merde. C'était celle-là, hein. Non, c'était Poetic Lover. Poetic Lover. Et Brian McKnight. Allons, t'étais là ou pas? Oui, il y a plein de choses. Mais on va dire la chanson de Bodyguard. Et justement, c'est quoi la signification spéciale? Est-ce qu'il y a une signification ou c'est juste que t'aimes bien? C'est un ensemble, je pense. C'est un ensemble, il y a la chanson, il y a l'artiste aussi. Le film? Le film aussi. D'accord. Le film où on s'est beaucoup identifié, même nous en tant que couple, vis-à-vis de ça. Alors c'est complètement lunaire et ça nous appartient, si tu veux. Mais... Ouais, c'est un truc privé, c'est ça. T'as voulu une question privée, on te répond dans notre privé. Exactement, il y en a d'autres qui arrivent en plus. Est-ce que vous avez déjà eu une dispute sur l'argent dans votre perso? Comment vous l'avez résolu? En trouvant de l'argent. Dispute, non, peut-être un... Comment peut-être une dépense. On comprenait pas sur... Après, attention, on a eu cette chance d'être dans la merde financièrement. Hein. Ah bah oui, forcément. Ça, c'était une vraie chance. D'être vraiment dans la pénibilité financière, où on a commencé, je lui disais, écoute, on va faire des enveloppes. Ouais. Mais tu sais que maintenant, il commercialise des enveloppes. C'est lui qui l'a créé. Il l'a pas déposé. Ah, j'aurais dû le déposer. Tu vois? Il a créé les enveloppes. Des enveloppes pour mettre du cash, c'est ça? Si tu veux. Ouais, c'est ça. T'es un peu dépensière. J'étais un peu dépensière, mais jamais à découvert. Normal. Voilà, normal. Un tout petit peu d'argent de côté, et encore. Qui repartait après dans les achats. Mais j'étais dépensière. J'étais jeune étudiante, jeune salariée. Aussi, donc voilà. Et t'avais envie de te faire plaisir. Et il m'a dit, c'est moi qui l'ai sollicité. C'est pas lui, tu vas faire des enveloppes. C'est moi qui l'ai sollicité. Je dis, écoute, t'as des projets. En plus, toi, t'as pris 10 ans de placard. Non, je rigole. Lui, voilà, il avait... Ouais, je venais de faire faillite. Ouais, il venait de faire faillite. Donc, voilà, il s'est retrouvé au RSA. Donc, c'est moi qui lui ai dit, écoute, j'aimerais bien... tu comptes, hein. Quand t'as rien, tu comptes. Ouais. Hein. J'aimerais bien apprendre à gérer mon budget. Et donc, il m'a dit, fais des enveloppes. Je lui ai dit, c'est quoi les enveloppes? En fait, t'avais l'enveloppe pour les courses, l'enveloppe pour le loyer, l'enveloppe pour le DF, l'enveloppe pour ci, pour ça. Puis à la fin, il te restait, 300 balles pour finir le mois, quoi. Et encore, il restait pas tout le temps 300 balles. Et ça m'a vraiment appris. Ouais, si tu veux, à compter les dépenses. T'allais dans un magasin de fringues, t'allais chez H&M, tu dis, oh, c'est beau, avec un membre de ta famille, tu dis, c'est bien. T'arrives à la caisse, puis après tu comptes, tu dis 10, oh, ça fait 300. Et là, tu dis, ah ouais, donc si je dépense ça, j'ai plus rien sur mon enveloppe, en fait. Pas un petit McDo pour les enfants, pas un ciné ou pas un resto, un truc comme ça, quoi. Il y a rien du tout, quoi. Puis après, tu dis, ça, j'en aurais pas besoin. Ça, je vais mettre une fois. Ça, la couleur, ça me va pas. Puis au final, là, tu dis, c'est bien, j'ai un article, je suis contente et il me reste de l'argent dans mon enveloppe, en fait. Et si tu veux, moi, j'avais, en l'occurrence, un membre de ma famille avec qui je faisais toujours le shopping. Elle comprenait pas. Elle me dit, mais t'es salarié, t'as une carte bleue, t'as le droit à un découvert. Fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie. Ouais, et patati patata. Et si tu veux, non, c'est comme ça que j'ai appris quand même à me...
c'est même pas à me frustrer, mais à me contrôler. On a tous, je pense, des pulsions d'achat, etc. Ouais, c'est clair. Mais ça m'a appris aussi à mieux appréhender, à mieux connaître la valeur de l'argent. Parce que si tu veux une carte bleue, c'est pas de l'argent. Hein. C'est un piège, la carte bleue. Même mes enfants, je leur dis, hein, mais t'as de l'argent. Ils me disent, tu peux m'acheter ci, tu peux m'acheter ça. Non, mais t'as de l'argent. Alors déjà, non, parce que c'est pas parce que tu le demandes que tu vas l'avoir. Et non, parce que c'est peut-être une carte bleue, mais il y a de l'argent dedans qui est à la banque. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, c'est la valeur de l'argent. Il faut leur apprendre la valeur de l'argent. Et pour moi, à l'époque, une carte bleue, c'était pas de l'argent. Ouais, en plus, comme tu vois pas les trucs. Ouais, c'est un bout de plastique qui dit validé. Et sans contact, en plus, c'est marrant. Ouais, exactement. C'est le pire. Et tu vois, récemment, sans contact, même si on arrivait à un niveau de vie très confortable, j'avais mis toutes mes cartes bleues sur mon téléphone et vas-y, sans contact, sans contact. Ouais, sans contact. Ça va vite. Et à un moment donné, je regarde mes comptes, je fais oh là là, des dépenses. Pour moi, c'était des dépenses, plein de petites dépenses inutiles. Ouais, mais à la fin, ça fait. Je peux me le permettre. Mais ça m'a énervé en fait. Encore une fois, on a la valeur de l'argent. Ça m'a énervé. J'ai dit mais c'est des dépenses inutiles pour pas grand chose. Et donc je les ai désactivées. D'accord. Justement, pour régler ce problème, quelle est la personne la plus susceptible de faire des blagues pour détendre l'atmosphère? On est deux comiques hein, en privé. Ah ouais. Petite blague. Pour détendre l'atmosphère, tout, hein, je dirais. Le truc, c'est qu'elle a un super pouvoir. Je sais pas faire à manger. C'est ça aussi. Je suis obligé de me coucher. Ça dépend de l'heure. Ta question, on peut sensiblement l'orienter en fonction de l'heure. Il est l'heure du... Ah non. Je me couche. Là, il a plus de fierté. Non. Il s'arrête. Je suis une vraie merde. Je m'excuse, alors je sais même pas pourquoi. Ouais, c'est bon, j'ai faim. J'ai faim. Non, mais de toute façon, clairement, il n'y a pas de dispute. Franchement, c'est des échauffourées. Et après. Petite bagarre et on repart, quoi. Ouais, il y a un point. Mais, et ça dure pas longtemps, en fait. Puis on n'a pas le temps. Franchement, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. C'est bon signe. Franchement. Et justement, est-ce que vous avez une tradition de couple spéciale ou pas du tout? Ça rejoint peut-être la routine ou quoi? Ouais, ça rejoint la routine, mais tradition, non. Une fois par an, un petit voyage, quoi. Si, nos traditions, c'est nos vacances. Ouais. Quelque chose qu'on faisait pas à un moment donné dans notre vie, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans le taf en permanence, quoi. Dans le taf et dans la privation du tout. C'est-à-dire que elle avait pas le droit de s'acheter quoi que ce soit, et c'était niet. Mais maintenant, ouais, depuis quelques années, des belles vacances, des beaux endroits, des beaux hôtels. Ouais. Des beaux hôtels, et ça c'est notre, c'est notre truc. D'accord. Si vous deviez choisir un animal qui représente le mieux votre personnalité, quel animal seriez-vous et pourquoi? Je dis pour Virginie. Ouais. C'est ça. Une lionne. Ouais. J'allais dire un lion. C'était facile. Hein. C'était facile. Moi, je me caractériserais comme un dragon. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'adore. J'en croise pas souvent, mais c'est pas mal. C'est Daenerys Targaryen. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, j'ai peut-être utilisé un mot qui va choquer, qui va faire perdre les sourcils de toutes les féministes en disant tu peux pas la dompter, mais regarde bien, si tu regardes un peu Game of Thrones, tu verras que Daenerys, il y a personne qui l'a. C'est que j'ai jamais vu Game of Thrones. Mais faut regarder. Il y a personne qui l'a. Ouais, il y a personne qui la dirige, si tu veux. Donc si tu veux, ma femme, elle est de cette même trempe et non, tu peux. C'est elle qui décide. D'accord. Donc ouais, Game of Thrones, c'est votre délire, quoi. Ouais, c'était notre délire, ouais. Moi, je suis plutôt Walking Dead. Tu vois. C'est bien. Ouais. Bon, on est content de le savoir. Voilà. On va faire un podcast. C'est tout, Jean-Xavier. Ouais. Ce qui est bien dans Game of Thrones ou d'autres séries, hein, franchement, qui ont cartonné, c'est que tu peux te référer et t'identifier à plein de personnages. Lui, c'est beaucoup Cersei. C'est Jon Snow. Il a du Jon Snow, c'est très chevaleresque, très. Je peux pas savoir qui parole. Je peux switcher de tout le monde. Ouais. Et ça reste que des personnages fictifs, mais anthropologiquement parlant, cette série, elle est très intéressante. Ouais. Et encore une fois, on peut s'identifier à tous, quoi. Ouais, à tous quelque part. T'as jamais vu. Ça me donne envie là, tu sais. Ouais. Faut que tu regardes. Ouais, j'ai la flemme. Je préfère travailler. Ouais, c'est bien. Alors, la question,
Si votre vie amoureuse, était un film, lequel serait-il? On l'a dit tout à l'heure, Bodyguard. Bodyguard. Ouais. Ça reflète pas notre vie, mais on a pris corps avec. Donc t'as compris que c'était moi la star. Ouais. C'est sûr, si tu disais Titanic, ça aurait été un peu chaud, mais. Et il y avait de la place pour deux sur le. C'est vrai, mais bon, c'est fou. Hein. Je pense. Je m'en remets pas. Ouais, je m'en remets pas. Attends. Tac. Non, pas tac. Bon, tous on arrive à la fin. En fait, les questions, je répète un peu. C'est Virginie, avez-vous déjà pensé que la scène prenait trop de risques dans les affaires? Oui. Oui. Souvent. Oui. C'est une tête brûlée. Hein. C'est vraiment, c'est un sanguin. Il a le sang chaud et dans les affaires, ça se ressent aussi. Il prend des risques, mais il prend quand même des risques mesurés et en toute intelligence. C'est pas un gars qui prend pas des risques. Il prend pas, je sais pas, la recette d'un de ses business ou une grosse vente pour aller jouer au poker. Là, c'est prendre du risque inutile. Il a pas des conduites addictives. C'est pas quelqu'un d'addictif. Donc, il prend des risques mesurés, intelligents. Et c'est le business, en fait. Ouais, c'est le business. Et justement, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que les réseaux sociaux ont impacté un peu ton quotidien, même ton business en général? Oui, moi je me suis déjà exprimé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai plus subi des réseaux sociaux que les réseaux sociaux m'ont fait vraiment jumper. Parce que si je prends l'exemple des business physiques, c'est-à-dire un de mes business, c'est-à-dire d'être promoteur immobilier, j'aurais plus vendu plus cher en étant invisible sur mon marché, en profitant justement de cette attractivité de mon marché et des investisseurs qui sont venus sur mon marché, qu'en m'exposant. C'était beaucoup plus difficile. Puis après, effectivement, m'exposer dans une petite ville de province m'a conduit aussi à la détestation de mes concitoyens locaux. Et du coup, il n'est prophète dans son pays. Du coup, ça a été assez compliqué, ouais. Mais je regrette pas. Et puis, continue à se développer. La question, elle est hard, celle qui arrive. Quelle est la chose la plus embarrassante que Virginie puisse révéler sur toi, Hassan? J'ai des albums photos assez intéressants. On va les partager. Non, je répondrai pas. Ouais, je pense. Mais il n'y a rien d'embarrassant. Moi, j'assume tout dans ma vie. Ouais, je pense. Il a un côté bof. Ah ouais? Je suis un bof, moi. Jeff Tuche. Et justement, toujours pour toi, Virginie, la question c'est est-ce que tu préfères chauve ou avec cheveux? C'est obligé. C'était la question finale. C'était la question finale. C'est le boss final du jeu, quoi. Franchement, peu importe, c'est la même personne, il a le même visage. C'est beau, ça. Ouais, mais bon. C'est marrant parce que si tu veux, c'est comme cette question parce qu'il l'a aussi sous forme d'insulte parfois, mais elle est ridicule. Non mais sérieusement, des fois je l'ai sans et je l'ai avec. Non mais on est dans une cour de récré parfois. Non, mais c'est de ce qu'on lit, c'est ridicule cette question. C'est comme si demain je me fais un carré, il va m'aimer autant, je suis la même personne, j'ai juste fait un carré quoi. Donc pour moi c'est pareil, c'est comme je sais pas, Mais c'est marrant parce qu'en fait, on était à une rencontre d'entrepreneurs il n'y a pas longtemps. Et les gens le reconnaissaient pas. Non, on me reconnaît pas. C'est normal aussi parce que clairement. Les vidéos ou les réels qui ont fait beaucoup de vues. Dans l'ancrage des gens. C'était un crâne d'œuf. Mais on a souvent les chauves entre eux. Ils sont insupportables. Qui se regardent en fait. Ils se détestent. Ils se détestent. Non, mais dans la rue, tu repérais plus facilement Bruce Willis que, je sais pas, Brad Pitt, dans la rue. Attends, Bruce Willis, ouais. Mets-toi en situation. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'aurais dû choisir peut-être un acteur plus jeune, mais je peux pas te l'expliquer. Et justement, si vous deviez choisir un hashtag pour décrire votre vie de couple et professionnelle, quel serait-il? C'est pas facile, hein. Hashtag loyauté. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, parce que, tu vois, je compare souvent la loyauté à la fidélité. La fidélité, tu peux soumettre quelqu'un à ce qu'il te soit fidèle. Loyal. Non, loyal, tu peux pas. Tu peux l'acheter, la fidélité. C'est vrai. Tu as des capacités à pouvoir l'acheter.
Tu peux convaincre à une certaine fidélité, mais c'est toujours friable. La loyauté, ça bouge pas. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai avec ma femme, c'est cette qualité que j'ai trouvée avec personne. Personne. En général, quoi. Est-ce que ça existe encore, la loyauté, selon toi ? Je sais pas. Est-ce que je la recherche aujourd'hui, en sachant que je l'ai avec ma femme ? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, pour qu'elle soit ma femme, ma meilleure amie, ma collègue et tout ce qui s'ensuit, la mère de mes enfants et la mère de ma belle-fille, parce qu'elle a aussi cette casquette-là qui est importante. La mère de ma belle-fille, non. La belle-mère de la belle-mère, c'est pareil, t'as compris. Ça pourrait être la mère de ma belle-fille, c'est logique. C'est vrai. Et ben, pour avoir déjà toutes ces casquettes, il fallait que ce soit la plus loyale possible. Il fallait qu'elle réponde à 3 critères. C'est-à-dire qu'elle me réjouisse mon regard, que ce soit la plus belle physiquement et à mes yeux, qu'elle protège mes biens en mon absence, chose qu'elle fait, et qu'elle ait une loyauté sans faille, c'est-à-dire qu'elle ait des vraies valeurs. Et une fois que j'ai trouvé tout ça, j'ai capitalisé dessus. Excellent. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi le commentaire le plus mémorable que vous ayez reçu, en bien ou en mal, quoi, sur les réseaux? Un truc qui dit putain, ça va. Chauve, je l'ai eu 1 milliard de fois. Ouais, c'est classique. Non, moi, il y a un moment. En fait, les réseaux sociaux, ça me touche pas. Ouais, ça me touche pas, mais d'une puissance. Mais il y a eu un facteur qui en fait encore plus que ça me touche pas. C'était dans la dernière semaine de vie de ma mère, qui était atteinte d'un cancer. J'ai fait la connerie de partager un moment avec elle sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, les gens ont compris que elle était dans une semaine, elle était plus là, quoi. Et j'ai un mec qui s'est acharné sur ma gueule pendant cette période, mais d'une puissance et c'était fils de pute tous les jours. Et je suis content que ta mère elle crève, fils de pute. Et c'est ça, pour le coup, ça m'a fait un switch mental. Parce que j'étais à la limite de la folie, il fallait que je le retrouve, lui. Ah ouais, je comprends. C'est physique, quoi. C'était un gap que j'étais prêt à passer. Il s'est passé des choses, d'ailleurs. Maintenant, ça m'a aussi fait comprendre Next, quoi. De temps en temps, ça me fait marrer quand je reçois des insultes, des machins. Pour toutes les personnes qui reçoivent des insultes sur les réseaux sociaux, faites juste un truc qui fait kiffer. Allez voir leur profil. Et là, ça règle l'histoire. C'est-à-dire que de toute façon, celui qui va t'insulter, il a souvent ce que toi tu as et qu'il aimerait que tu aies. Il aimerait avoir à ta place. Soit il a des cheveux, soit il a de l'argent, soit il a une vie où il montre un petit peu son bonheur ou autre chose comme ça. On parle d'oseille en France, tu vois, donc forcément. Oui, culturellement, c'est ça, mais même si tu parles de comment je vais mettre un chignon, j'ai déjà vu des commentaires de nanas que ma femme elle suit, c'est atroce. C'est fou. C'est même pas une question de sujet, c'est une question d'à partir du moment où tu te montres physiquement sur les réseaux, t'as forcément un mec qui va apparaître de n'importe où, de fond de sa cave et qui va tracher dessus. Mais je pense que tous les infopreneurs connaissent ça. Même pas qu'un infopreneur, quelqu'un qui s'expose. Même si t'as 3 abonnés sur Instagram et que t'as mis une photo, t'as bien un mec qui va tomber. Je suis surpris des insultes que, je sais pas, certaines nanas que je suive, lifestyle, ou pour des fringues ou des trucs comme ça, elles se font insulter. Gratuitement. Quoi. Non, mais elles te parlent d'un rouge à lèvres. Ouais. Après, c'est les comportements liés à l'Internet d'aujourd'hui, c'est tout. C'est les conséquences dramatiques de l'Internet. C'est-à-dire que, c'est le mauvais côté d'Internet. Ça a ouvert la parole. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a des lois qui sont en train de se faire. Et moi, je me suis fait quelques petits billets sur la gueule de certains. Ah, moi aussi. C'est-à-dire que y a des mecs qui ont poussé le vice à créer des forums, des machins. On les a envoyés au tribunal. Ça a mis quelques mois, voire quelques années. Tu parles de toi ? Ouais. Mais quand tu leur prends un billet, crois-moi, devant le juge, ils
il saigne du cul. Et ça, c'est ton petit kiff personnel parce que. C'est plaisir. Même 50 €, tu sais. C'est une question, t'as été condamné. Mais, tu vois, j'en fais pas un cheval de bataille, sinon t'as pas fini. Mais. Il y a quelqu'un dessus, il y a quelqu'un de dédié. Mais, ouais, il y a quelqu'un de dédié. Ouais, c'est un moyen de gagner aussi de l'argent. T'as la capacité de m'insulter, j'ai la capacité de t'emmener au tribunal. Maintenant, si tu veux, de manière générale, non. Okay. Là, cette bascule-là où le mec s'est acharné sur moi en insultant ma mère qui était en train de mourir. Mais tu peux pas faire pire quand même. Ouais, je sais pas, dans la nature humaine, je peux toujours faire pire, mais c'était vraiment le résidu d'une capote trouée, le mec. Mais si tu veux, tu te dis, ouais. Parce que t'aurais jamais fait en plus. T'aurais jamais insulté comme ça en face. J'en sais rien, peut-être des mecs qui sont complètement cinglés et il avait besoin de se décharger, etc. Mais maintenant, non, je fais plus attention. Je les lis même plus. En plus, j'ai des community managers qui s'en occupent. Et non, je fais pas attention. Ça marche. Là, on arrive bientôt à la fin. Justement, pour résumer, quels seraient vos projets pro ou perso? Marseille, Côte d'Azur. Ça serait comment? Tu vas vivre à Marseille? Ouais, en tout cas, on va travailler beaucoup à Marseille sur la rénovation, sur la promotion immobilière. Et puis aussi un petit peu Côte d'Azur, Cannes et autres endroits comme ça. La Côte d'Az, comme on dit, quoi. Ah, je sais pas. Non, c'est une petite expression de Marseille. Je sais pas. D'accord, donc ouais, c'est vraiment Marseille, le sud. Marseille, j'ai une intime conviction sur Marseille. Alors, tu vois, la fois dernière, j'ai fait un podcast et le premier commentaire du podcast, c'était le rigolo Marseille. Parce que j'ai dit Marseille, c'est le futur et j'y crois fermement. Ouais, mais je pense que ça se rénove bien. Et je suis certain de profiter de cette opportunité où tout le monde a peur de Marseille. C'est pas rassurant, c'est sûr. Et moi, c'est un élément qui m'affecte pas et qui me donne envie de prospérer là-bas. D'accord. Virginie, tu veux rajouter un petit truc? Non, mais Marseille, toi-même, tu connais. Ça... Connais. Ouais, ça répond vraiment à notre personnalité, ça matche bien. Et au-delà de ça, c'est se challenger sur un nouveau marché. Repartir un peu à zéro, quoi. Ouais, exactement. C'est ça, sortir un petit peu de sa zone de confort et de retrouver vraiment la pierre. La pierre, ok. Ça marche. Bah écoutez, merci pour votre franchise en tout cas. Et peut-être qu'on fera un podcast depuis le Vieux-Port. Exact. Ça sera un délire. Ça serait top. Ça marche. Merci. Merci à vous. Xavier.